Bonjour à tous et bienvenue au Presse Club de France pour cette rencontre avec Alain Weill, le président d'Altis France, directeur général aussi d'Altis Europe, fondateur de Next Radio, BFM, RMC. Mais ce soir, Alain Weill, bonsoir, on est là surtout pour parler de votre reprise à titre personnel d'un magazine prestigieux, créé, on s'en souvient évidemment, par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui s'appelle L'Express. Notre rencontre va se dérouler en 2 temps, si vous en êtes d'accord. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Et puis ensuite, la salle aura évidemment la parole pour poser les siennes, qui évidemment seront par définition différentes des miennes. Je vais commencer par une question très simple, Alain Weill. Vous reprenez à titre personnel ce magazine, au moment où la presse écrite quotidienne, mais aussi magazine, est quand même en difficulté. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce challenge? On se dit, Alain Weill, finalement, les médias lui manquaient et il a voulu revenir sur un support, sur un titre prestigieux. Pourquoi décider, alors que le secteur est en difficulté, de reprendre l'Express? Bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu difficile à expliquer parce que l'Express aujourd'hui appartient à SFR. Je suis président d'SFR, je suis aussi le patron de la branche média du groupe. Et pourtant, avec Patrick Drahi, l'été dernier, on a été convaincus qu'il fallait changer la gouvernance de l'Express, peut-être de l'IB aussi, dans le sens où on s'est rendu compte qu'au sein de SFR, on n'avait pas le temps de s'occuper bien de ces 2 dossiers qui sont importants et qui restent les 2 activités presse que nous avons dans le groupe, mais 2 journaux auxquels on est attaché et pour lesquels on considère qu'on a une responsabilité. Donc on a envisagé, moi j'ai même recommandé l'idée de se séparer de ces journaux pour leur donner des actionnaires, en tout cas surtout pour l'Express, qui puissent bien s'en occuper, mais en même temps, en tant qu'homme de médias, moi j'avais des idées et pour l'un et pour l'autre. Et finalement, le compromis qu'on a trouvé, c'était qu'on continue à s'en occuper, mais en changeant quand même la gouvernance. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, je vais être l'actionnaire majoritaire de l'Express, c'est vrai que je vais y consacrer plus de temps. C'est vrai que c'est une entreprise qui va plus me concerner qu'au sein d'SFR, où il y a toujours mieux à faire. Non pas que l'Express ne soit pas un projet intéressant, mais en termes économiques, dans un groupe qui fait 10 milliards, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Altis France, eh bien, évidemment, l'Express, c'est une réunion par semaine, on arrive en retard, on est dérangé, on ne s'en occupe pas bien. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où moi je reste le patron d'SFR, qu'est-ce qui change? Ça veut dire que j'aimerais réaménager un peu mon temps et mon organisation pour pouvoir consacrer vraiment du temps à l'Express, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Alors après, pourquoi? Moi j'aime beaucoup les médias. J'ai transformé RMC, BFM Radio, on a créé BFM TV, RMC Découverte. Et l'Express, c'est un challenge qui est très difficile, mais qui est passionnant. Moi je crois à l'avenir de la presse écrite, qui va basculer petit à petit en digital. Le marché est en train de bouger à ce niveau-là. Et donc, j'ai un projet clair pour l'Express. Moi, je suis convaincu que je vais réussir. Mais évidemment, ça peut générer un peu de scepticisme parce que des succès dans la presse, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et dans la presse hebdomadaire, encore moins. Mais une marque comme l'Express mérite qu'on s'en occupe. Et puis, moi, j'ai aujourd'hui, je dirais, le temps. C'est pas vrai. Mais en même temps, voilà, la période m'autorise aujourd'hui à m'organiser pour pouvoir prendre le temps, parce que je peux aussi m'appuyer sur des équipes compétentes. J'ai un garçon comme Clément Delpirou qui travaille avec moi, qui a beaucoup d'expérience dans le digital, dans l'expérience d'un groupe de presse aussi, et j'ai l'équipe pour réussir aussi. Alors on va revenir sur le digital versus le papier. J'aimerais vous poser quelques questions très concrètes. J'ai lu, on a annoncé une nouvelle formule disruptive. Alors c'est un mot qui est très à la mode, évidemment, tout est disruptif aujourd'hui. J'aimerais que vous nous en disiez plus. C'est quoi la nouvelle formule disruptive? Et si vous le permettez, j'y joins 2 autres questions. Vous avez parlé d'une réduction de la pagination également. Est-ce que vous avez une idée assez précise de l'ampleur de cette pagination pour le titre papier? Et puis quelle journée aussi de parution, à quel moment l'Express sera vendu en kiosque? Donc pardonnez-moi, ça se fait jamais, mais je vous pose ces 3 questions.
ça ne me dérange pas du tout. Alors, disruptif, effectivement, c'est un adjectif assez à la mode, mais auquel moi je suis assez habitué parce que pour transformer RMC, pour créer une chaîne d'infos nouvelle, il faut changer un peu les codes. Donc l'été dernier, en réfléchissant à l'avenir de l'Express et sans savoir que finalement je serais amené à reprendre le journal, à un moment je me suis dit mais il suffira pas d'aller chercher un très bon nouveau directeur de la rédaction pour réussir. C'est à l'actionnaire, alors que je représente aujourd'hui au sein d'SFR, d'avoir un projet. C'est pas simplement un collaborateur talentueux qui peut transformer une entreprise. La volonté, les conséquences ou les changements nécessaires ne peuvent venir que de l'actionnaire. Donc disruptif, dans votre esprit, ça veut dire vous allez faire une formule qui va ressembler à quoi ? Qui va être très différente de la formule actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement justement une nouvelle formule. Moi, le projet, je l'appelle l'Express 21 parce que justement, je ne veux pas qu'on pense que c'est une nouvelle formule. C'est un journal qui va revenir, alors on y reviendra sans doute, mais il est disruptif parce que la pagination, va changer, la relation digitale papier va changer aussi, les priorités éditoriales vont changer aussi. Donc, c'est pas une nouvelle formule parce qu'une nouvelle formule n'aurait aucune chance de réussir. C'est-à-dire que si je faisais l'Express avec un nouveau directeur de la rédaction qui viendrait apporter son talent, sa faculté de faire un meilleur journal, des meilleurs articles, permettre à la rédaction de sortir le meilleur d'elle-même, alors qu'aujourd'hui, elle n'a peut-être pas été suffisamment challengée, encouragée, entraînée ces dernières années, ça ne suffirait pas. Il faut vraiment un projet très différent. Donc ce projet, il est sec aujourd'hui, il est working in progress. Il y a des choses qu'on ne verra plus dans l'Express, par exemple. Il y a des sujets qui ne seront plus traités dans cette nouvelle formule, dans cet Express 21 qui va sortir en septembre. D'abord une remarque. Moi, je n'ai pas 50 discours, mais je ne fais pas une conférence de presse. Donc il ne faut pas que ce que je dise là sorte dans les minutes ou les secondes ou les heures. Ou alors, du coup, je modère mes propos et j'en dis pas grand-chose. Mais il faut que moi j'ai la certitude que je ne fais pas une conférence de presse sur la nouvelle formule de l'Express. Parce que sinon, comme ce n'est pas l'objet de la réunion, ça va être désordonné et finalement, je donnerai une mauvaise image du projet. Mais ce que je peux dire, c'est que pour réussir, il y a 3 fondamentaux. Le premier, c'est la qualité éditoriale. Il faut que l'Express progresse. Mais c'est vrai pour tous les journaux. Pour que les gens s'abonnent, alors que les abonnements papier, aujourd'hui, de tous les journaux baissent, pour que les abonnements digitaux progressent, ou les abonnements tout court, il se trouve que les nouveaux abonnés sont plutôt digitaux que papier, il faut améliorer la valeur ajoutée. Et c'est vrai pour tous les journaux. C'est-à-dire que si on veut que les gens payent, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Pour qu'ils en aient pour leur argent, il faut qu'ils aient le sentiment que l'information qu'ils trouvent est relativement exclusive. Il ne faut pas qu'ils se disent, tiens, il y a un tiers de ce que je lis dans le journal que j'ai déjà entendu à la radio, vu à la télévision ou lu déjà sur Internet. Parce qu'évidemment, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était différent. Un journal, il devait être beaucoup plus complet et il avait beaucoup moins de concurrence. Aujourd'hui, quand le journal arrive, il est moins instantané parce que le journal, c'est le fruit du travail d'une rédaction. Donc c'est une journée de travail, une semaine de travail ou un mois de travail en fonction du rythme de parution. Donc ce contenu doit être exclusif. Or, si vous tournez les pages d'un journal et que vous regardez tous les articles, toutes les brèves, etc., il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues, entendues, même une interview. C'est pas toujours facile parce que l'interview, vous l'avez déjà entendu à la radio ou à la télévision quelques heures, quelques jours avant. Donc pour avoir une interview exclusive, quand je dis exclusive, c'est-à-dire avec vraiment des informations nouvelles, c'est pas facile dans l'écrit. Donc il faut bien manier tous ces nouveaux concepts pour être certain que les gens aient le sentiment d'en avoir pour leur argent. Et la valeur ajoutée, c'est aussi revenir à ses fondamentaux. Moi, je pense que les journaux, particulièrement les hebdomadaires, ont connu une dérive ces 30 ou 40 dernières années. Pour augmenter la diffusion, qui permettait d'augmenter les recettes publicitaires,
on a utilisé des stratégies qui finalement se sont, à mon avis, retournées un peu contre les journaux et qui sont assez perverses. C'est-à-dire que pour augmenter la diffusion et donc par la suite augmenter les recettes publicitaires, on a essayé de recruter de nouveaux abonnés, et non plus par la qualité éditoriale, mais par la valeur du cadeau, par la prime. Moi, mon père, il a une collection de montres du Nouvel Obs, de l'Express et du Point, qui est assez phénoménale, et vraiment, parce qu'il les a toutes gardées. Et donc, il y a beaucoup d'abonnés qui s'abonnent et qui partent au bout d'un an pour aller chercher une prime ailleurs. Bon, dans les télécoms, on connaît ça aussi. Mais pour le contenu, c'est pas possible. Donc, on est allé trop loin. Alors, du coup, la diffusion des hebdos a pu augmenter pendant plusieurs années. Mais du coup, on a eu des abonnés qui n'étaient pas motivés par les fondamentaux du journal. Et puis, du coup, pour augmenter la pub, comme on avait de nouveaux abonnés, on a fait bouger un peu la ligne éditoriale. Donc, on a ajouté des articles sur les montres, sur les voitures, sur l'immobilier, sur les placements. Mais du contenu, finalement, dont la rédaction s'est un peu désintéressée. Parce que souvent, ce contenu qui était fait pour faire venir la pub, c'était fait à l'extérieur. Ce n'était pas fait par la rédaction. Et finalement, vous regardez un hebdomadaire, aujourd'hui, c'est presque 30% de son contenu. Donc il y a presque 30% du contenu qui ne correspondent pas à la motivation de lecture des abonnés. Quand vous avez le supplément flotte automobile, celui-là, il est partout. Quel est le pourcentage des lecteurs qui sont vraiment intéressés par les flottes automobiles? Très peu. Mais c'est un truc qui, au niveau marketing, marche bien, qui marche bien au niveau des annonceurs, mais qui finalement fait qu'à un moment, les gens s'interrogent et qui se disent pourquoi je suis abonné à ce journal-là. J'aimerais revenir... Voilà le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est que pour s'abonner, je crois qu'il faut de l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie de soutenir le journal. C'est une démarche presque politique, au sens large du terme. Mais si vous regardez aux États-Unis les journaux qui ont bien réussi leur transformation digitale et qui ont surtout relancé leurs abonnements, il se trouve que c'est en digital, mais finalement, ce n'est pas le cœur du sujet. Eh bien, c'est parce que le New York Times ou le Washington Post ont pris une ligne anti-Trump et les gens se sont abonnés pour soutenir ce journal. La signature du New York Times aujourd'hui, c'est aider nos journalistes. Donc, vous voyez, il y a l'idée d'engagement, de soutien, aider nos journalistes à dire la vérité face à Trump qui vous ment. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Mais c'est ça qui pousse aussi à l'abonnement. Mon résultat, à New York Times, ils sont à 4,5 millions d'abonnés, un record historique, et ils viennent de racheter leur siège social qu'ils avaient vendu il y a quelques années. Donc ça repart, et donc c'est aussi ça qui me donne confiance. Donc voilà 2 éléments importants pour convaincre les gens de s'abonner. Alors j'aimerais revenir sur le digital versus le papier. On voit qu'il y a un très gros effort, me semble-t-il, qui a été fait sur l'express.fr. Il y a une nouvelle ergonomie, il y a une nouvelle présentation, même assez unique, la façon de présenter le site lui-même. Est-ce que dans la vision que vous portez pour l'Express, il y a dans votre esprit l'idée que le digital finira par l'emporter sur le papier, ou au contraire, qu'une marque ne peut vivre sur le digital, notamment dans la presse, par définition, que si elle a un support papier qui continue de vivre? Aujourd'hui, le support papier est très important parce que ça donne une visibilité, une présence physique, donc ça reste très important. Après, il y a d'autres journaux qui sont purs digitaux qui commencent à faire plus qu'émerger. Comme Mediapart, c'est une entreprise de presse qui fonctionne. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là existe. Je suis convaincu qu'un jour, le papier disparaîtra. D'abord pour les quotidiens et ensuite peut-être, mais ce n'est pas sûr non plus, pour les hebdomadaires, pour les mensuels un peu moins et pour les livres encore moins. Parce que la durée de vie du produit, évidemment, justifie ou pas d'avoir recours au digital. Moi, j'ai eu une petite expérience dans la Tribune, dans un quotidien. Quand j'ai découvert ce monde-là, les imprimeries qui tournent à 23 heures, les camions qui emmènent les journaux, qui sont distribués dans 15 000 points de vente, 70% de ce qui est distribué est mort à midi, le lendemain, repart en camion et détruit. Tout ça pour 24 heures, alors qu'il y a la télé, la radio et maintenant le digital. On sent bien que ce n'est pas durable. Bon, moi, pour la presse quotidienne, je suis définitivement, je suis passé dans le digital et je le vis très bien. Au début,
On a l'impression que ça fait très longtemps, mais il y a 2 ans, j'appréciais encore le papier porté à la maison le matin. Et je me disais, finalement, le problème papier digital, c'est un problème pour l'éditeur. Mais pour le lecteur, le papier, c'est quand même bien. C'est pratique, c'est confortable. Bon. Et puis, il y a 2 ans, j'ai déménagé. Et je me dis, tiens, je change. Au lieu de me faire porter, je passe au digital définitivement. Et aujourd'hui, alors moi, j'ai fait un effort. J'ai changé d'habitude, mais pour mes enfants, voilà, il n'y a pas de changement d'habitude. Donc c'est facile, ça a plein d'avantages. D'abord, moi, je lis les journaux maintenant le soir, en me couchant, et plus le lendemain matin. Donc c'est pas grave, ce sujet-là, quoi. Je veux dire, si demain, dans la presse écrite, on n'a plus à gérer le problème industriel, moi, je vois ça plutôt comme un avantage. À gérer l'impression, la distribution, c'est un autre métier. Donc si on en est dispensé demain, c'est plutôt un avantage. Mais si le papier survit pour un hebdomadaire, on fera du papier sans problème. Sur le plan, comment dirais-je, organisation, comptable, on va s'organiser de la façon suivante. On aura d'un côté un business plan digital où il y a tous les coûts, y compris éditoriaux. Toute la rédaction est sur l'éditorial. Et on va gérer le papier en marginal. Donc on aura un compte de résultats papier où il n'y aura que le marginal du papier, c'est-à-dire l'achat du papier, l'impression, la distribution, ça c'est en charge. Et en recette, on aura l'abonnement, le kiosque et la pub. Alors évidemment, s'il n'y a plus les coûts éditoriaux, si j'ai plus de frais généraux, l'immeuble, etc., bah, ça va être bénéficiaire tout de suite. Ça va venir compenser les pertes du digital, mais au moins le digital, il est en croissance. Vous parlez de renouer avec l'équilibre en 2020. Oui, il faut aller très vite, parce que quand une entreprise perd de l'argent depuis longtemps, si elle est viable, c'est qu'on peut la retourner très vite. On ne peut pas la traiter comme une start-up et dire, tiens, on sera à l'équilibre dans 5 ans si tout va bien. Quel est le niveau d'investissement dans l'Express avec cette reprise sur le digital et sur le papier ? Investissement de quel point de vue ? Parce que ce qu'on va avoir à faire, surtout, c'est à financer des pertes. Donc il faut financer des pertes. Et évidemment, moi, je souhaite que l'entreprise perde le moins possible ou le moins longtemps de l'argent pour qu'effectivement, on puisse investir de plus en plus dans le digital, dans de nouveaux projets podcast, TV digital, etc., qui est indispensable à notre projet. Donc le budget, en fait, on ne le connaît pas. Le budget d'investissement, notamment pour relancer le digital, puisqu'on parle du digital ou de la Web TV. Ce n'est pas un problème d'investissement, c'est un niveau de charge. Le niveau de charge de l'Express, ça sera une 40aine de millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent. Hein. Si on lançait une start-up, l'équivalent aujourd'hui, mais en start-up, on aura un budget beaucoup plus modeste. Mais à l'inverse, on a l'avantage de la notoriété, d'avoir un portefeuille d'abonnés. Donc il faut les gérer, bien s'en occuper, et ça coûte un peu plus cher que si on était une start-up. Mais dans cette enveloppe-là, qui est très importante, eh bien, il faut arriver à gérer les podcasts, les web TV, etc. Et évidemment, plus on va se développer, plus on pourra développer rapidement ces projets. Vous parliez de la Tribune tout à l'heure. Bon, vous avez connu de très gros succès dans la télé, dans la radio, on les rappelait tout à l'heure. Cette expérience dans la presse écrite n'a pas été super conviante. Je disais dans les Échos du 12 février, on vous prête cette déclaration. La journaliste, ou dans une conférence de presse, revenait sur les difficultés que vous avez connues à la Tribune, et vous avez répondu « J'ai appris beaucoup de choses ». J'ai appris beaucoup de choses, sous-entendu, avec cette expérience à la Tribune. J'ai envie de demander qu'est-ce que vous avez appris qui peut vous être utile dans la reprise de l'Express, puisque là, on est dans le papier et la presse écrite aussi. D'abord, à la Tribune, oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'assume parfaitement tout ce qui a été fait, et souvent, dans les interviews, parce qu'effectivement, si on va chercher sur Google, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, j'ai toujours la question et l'échec de la Tribune. Mais là, c'est normal qu'on en parle, puisqu'on parle de l'écrit. Bon, la Tribune, moi, je ne l'ai pas vécu comme un échec important. Ce n'est pas un succès, puisque je m'en suis séparé. Donc, ce n'était pas l'objectif du départ. Mais moi, j'ai repris la Tribune en 2007. Bernard Arnault voulait s'en séparer pour acheter les Échos. Et le groupe LVMH nous a cédé la Tribune avec 45 millions d'euros de trésorerie.
Le journal perdait 15 millions. Donc je me suis dit, c'est un peu comme RMC, il faut retourner l'entreprise. C'était en 2007. Les choses vont très très vite. Donc c'était la période de l'euphorie économique. Je me suis dit, finalement, sur tous les marchés, il y a plutôt 2 quotidiens économiques. Parce qu'aux États-Unis, il y a le Wall Street Journal, mais le FT fait plus de copies aux États-Unis qu'en Angleterre, par exemple. Donc je m'étais dit, c'est jouable. Et puis la Tribune existe depuis longtemps. Et donc l'idée était de réussir le retournement de la Tribune. Et puis là-dessus est arrivée la crise économique. La publicité financière a été divisée par 2. Et puis convaincre les annonceurs du luxe de venir dans la presse financière, qui était une partie du pari, est devenu beaucoup plus compliqué dans le contexte économique qui était celui de 2007-2008. Et puis j'avais le groupe Next Radio qui avait lancé BFM TV finalement peu de temps avant, en 2005. Donc je me suis dit, si je fais trop de choses en même temps, je vais échouer partout. Et donc j'ai préféré céder la Tribune pour 1 euro. Sur les 45 millions de trésorerie, il devait rester, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de millions d'euros. Bon, ceux qui m'ont succédé, finalement, se sont bien débrouillés. La Tribune existe toujours. C'est pas le journal qui perd le... C'est plus un quotidien. C'est un quotidien digital. Et il perd moins d'argent que les autres. Donc il a peut-être moins d'importance. On peut imaginer qu'il a peut-être moins d'influence. Mais sur le plan économique, pour le garçon qui s'en occupe aujourd'hui, il a plutôt fait du bon travail. Donc aujourd'hui, avec l'Express, c'est vrai que j'ai appris quand même avec cette expérience-là. Et puis le digital a évolué. Les abonnements digitaux, le fait de payer un abonnement presse, c'est aussi quelque chose qui a évolué, progressé. Donc je suis plus confiant. Mais c'est risqué. Je vais risquer... c'est vrai... c'est un investissement risqué, mais c'est aussi une période de ma vie où j'ai envie de le faire, je peux le faire. J'ai un ami qui m'a envoyé un message quand on a annoncé que j'allais reprendre l'Express en me disant c'est quand même plus élégant de racheter l'Express que de racheter un club de foot. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire que c'est pas totalement rationnel, mais c'est passionnel. Et en même temps, moi, je le fais avec la volonté de réussir. Et je crois que le timing est bon pour avoir des chances de réussir. Il y a eu une clause de cession qui a été ouverte auprès des salariés, des journalistes de l'Express. Je lisais, j'entendais que vous attendiez à 30-40 départs à peu près. Vous êtes sur ce plan-là. Il y a eu autant de départs que cela. La rédaction va être renforcée ou au contraire, elle va rester à ce niveau-là? La clause n'est pas encore ouverte parce que la cession officiellement n'a pas encore eu lieu. Ça va se faire d'ici la fin du mois de mai ou début juin. Donc c'est à ce moment-là que la clause sera ouverte. Je ne sais pas. Quand j'ai rencontré les collaborateurs du journal, j'ai rencontré tout le monde. Je leur ai parlé du projet avec enthousiasme. Voilà, avec mon désir de réussir, mes idées et la passion, parce qu'il faut être passionné pour avoir envie de redresser l'Express. Alors quelqu'un m'a dit, mais si tu fais ça, personne ne va partir. Mais c'était pas l'idée. Il faut être sincère de toute façon. Donc moi, j'ai parlé avec sincérité. Donc peut-être pour certains, c'était convaincant. Mais l'autre jour, quand on a eu l'avis du comité d'entreprise, j'ai parlé à toute la rédaction et je leur ai dit, il y a 3 choses que vous devez bien évaluer aujourd'hui parce que la décision que vous devez prendre de rester ou de partir, elle est évidemment cruciale pour vous. Et il ne faut pas que vous vous trompiez. La première chose, c'est que vous soyez sûr que je vais réussir. Moi, je crois que je vais réussir, mais il y a plein de gens qui pensent que je vais échouer. Donc, il faut que vous fassiez une conviction, parce que les conditions de départ au moment de la clause de cession, évidemment, ne seront pas les mêmes si dans 2 ans, on dépose le bilan. Évidemment, je n'envisage pas cette hypothèse, mais le pari, il est difficile, quoi. Ça serait prétentieux de dire le contraire. La deuxième chose que je leur ai dit, c'est par rapport au projet. Donc, je vous ai parlé dans le détail. La ligne éditoriale, la vision, le journal sur le fond et sur la forme. Il faut que vous soyez à l'aise. Il faut que vous soyez heureux de collaborer à ce projet et que vous soyez en phase avec ce dont je vous ai parlé. Et puis la troisième chose, je leur ai dit, il faut que vous soyez aussi sûr
que vous êtes préparé, que votre expérience, votre savoir-faire est adapté à ce qu'on veut faire, parce que si ça ne marchait pas dans un an, si vous n'étiez pas adapté, les conditions de départ ne seraient pas les mêmes non plus. Donc je leur ai parlé avec beaucoup de franchise. Je ne sais pas aujourd'hui combien de personnes lèveront la main pour dire je m'en vais. Pour des raisons diverses et variées. Vous avez parlé à la veille de 2 ans. C'est un horizon que vous fixez pour évaluer votre succès ou votre échec? Non, j'ai dit ça parce que dans 2 ans, il faudra avoir des résultats. Après, ça peut être plus long, ça peut être plus rapide. Mais encore une fois, quand vous transformez une entreprise ancienne qui a beaucoup d'atouts, mais beaucoup de difficultés, les choses doivent aller assez vite. Vous avez développé tout à l'heure une vision qui me semble intéressante, éditoriale, en prenant appui sur ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment pour certains grands médias de presse écrite américaine, en disant on a besoin de l'engagement des lecteurs, et vous avez rappelé la baseline de ce journal américain. Comment est-ce que vous voyez l'engagement du lecteur français vis-à-vis de cet Express 21 disruptif? Quelle forme il pourrait prendre? Alors, les choses là-dessus ne sont pas totalement définitives, mais l'idée, c'est de faire un journal qui informe, qui soit assez pédagogique, assez sur le descriptif, pour que les gens aient tous les éléments pour aider à la transformation du pays. On essaye de faire aussi un journal qui est adapté aux spécificités de notre pays. Notre pays, il est dans une situation délicate. Finalement, personne n'est vraiment content. Les gens ont le sentiment qu'il faut des changements, mais on a du mal à les faire quand il y a des changements qui se présentent. L'idée, c'est de faire un journal qui va aider tous ceux qui réfléchissent et tous ceux qui s'intéressent à leur pays à aider à la réforme. Mais c'était la promesse de Jean-Jacques Savant-Schreiber quand il a créé l'Express. Il faut que notre journal, demain, il soit en phase avec son ADN, avec ses racines. Jean-Jacques Savant-Schreiber, c'était l'homme de la réforme, l'homme du défi américain. Et il faut que notre journal retrouve des valeurs dans cet esprit-là. Et d'une façon générale, les hebdomadaires ont beaucoup perdu des valeurs qu'ils défendaient à l'origine. On sait ce qu'était le Nouvel Obs à son origine, on sait ce qu'était l'Express. Aujourd'hui, les 3 hebdomadaires se ressemblent finalement pas mal. Il y en a certains qui sont un peu plus comme ça, d'autres un peu plus comme ci, mais ils sont assez proches. Donc demain, il faut que notre journal ait une promesse claire et qui corresponde à l'attente de ceux qui aimeraient que le pays se modernise et bouge. Transformer le pays, le réformer, ça veut dire que le nouvel Express, l'Express 21, ce sera plutôt un magazine économique. Je crois que vous avez pris exemple, ou on a pris pour vous exemple, je suis prudent, sur The Economist. C'est ce genre de produit éditorial que vous souhaiteriez faire et diffuser avec ce nouvel Express? The Economist est une référence incontournable parce que c'est un des rares hebdomadaires dans le monde qui réussissent vraiment depuis toujours et qui progresse encore. Donc si on regarde ce qu'est The Economist, c'est une qualité éditoriale au top, un engagement fidèle à une forme de libéralisme, mais c'est pas non plus un journal extrêmement engagé. Il défend des valeurs et souvent dans la Bible du journal, il est dit on prend les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Donc c'est un journal très ouvert, libéral au sens anglo-saxon, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan sociétal. Mais c'est vrai qu'en regardant ce que fait The Economist, qui n'est pas si économique que ça, y a des bonnes idées à prendre. Il y en a ailleurs aussi, mais c'est une référence intéressante. On a été un peu sombre peut-être tout à l'heure en parlant de la presse écrite et de la presse magazine. Réformer la France, l'aider à mieux se comprendre, nous disiez pour ce nouvel Express. Il
Eric Fotorino, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a lancé avec du crowdfunding finalement un magazine trimestriel qui s'appelle Zadig. Lui, c'est réparer la France. Ça veut dire que quand on voit le succès aujourd'hui, semble-t-il, de Zadig, si j'en crois ce que j'ai lu, il y a encore beaucoup de place finalement pour la presse écrite de qualité sur une thématique précise, en accompagnant et en demandant d'ailleurs à ses lecteurs de s'engager d'une façon ou d'une autre. Eric Fotorino montre avec talent et succès qu'il y a encore des niches qui peuvent fonctionner, parce que la une, c'est une niche, mais c'est intéressant. La une, le 1 Le 1. Le 1, oui. Et, qui est un hebdomadaire. Qui est un hebdomadaire. Donc c'est intéressant parce que le nombre de copies est quand même significatif, mais ça ne répond pas toujours aux critères du succès auxquels on pourrait penser, ne serait-ce que dans la distribution. Après, sur l'hebdomadaire, c'est des histoires différentes. Il part de zéro. Nous, on part 250 000 copies par semaine. Donc c'est plus lourd, c'est plus compliqué. Mais c'est une démarche intéressante qui montre que l'engagement, effectivement, est indispensable. C'est aussi une différence de l'écrit, je pense, par rapport à l'audiovisuel, qui est contraint à être sans engagement, puisque les chaînes d'information ne peuvent pas, contrairement aux États-Unis, avoir un engagement d'un côté ou de l'autre. Le temps de parole doit être équilibré. Donc la presse écrite garde cet atout que la presse audiovisuelle ne peut pas avoir, celui de l'engagement. On parlait de disruption tout à l'heure. Quand on voit le magazine tel qu'il a toujours été vendu, imprimé en France, est-ce que vous avez imaginé une disruption, y compris sur la forme? Je pose cette question parce que quand on regarde le 1, la disruption éditoriale, mais elle est aussi sur la forme. Vous avez vu, c'est un journal qu'on peut déplier, replier. Enfin bon, il a été extrêmement créatif également. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un magazine qui soit disruptif? L'Express le sera quand on vous écoute, sur le fond, mais également sur la forme. C'est-à-dire qu'un magazine, il faut toujours l'ouvrir, le feuilleter, ou est-ce qu'on peut imaginer un magazine d'une autre forme en presse écrite? Quand même encore des abonnés en nombre important. Donc il ne faut pas trop... La diffusion France, si j'en crois le chiffre, est passé de 338 000 en 2015 à 243 000, vous dites 250 000 en 2018, enfin 243 000. Il y a quand même... La diffusion payée est quand même en difficulté pour l'Express. Je vous confirme que l'Express ne va pas bien. Mais il n'y a pas de cause perdue. Donc on a des abonnés, on a des lecteurs réguliers, et donc on peut bouger, mais jusqu'à un certain point. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui part de zéro. Le 1, c'est un sujet. C'est effectivement un journal à déplier. Donc c'est un projet intéressant, mais je ne peux pas utiliser les mêmes recettes. Alors tout à l'heure, on parlait de la pagination qui serait réduite. Ce n'est pas une logique d'économie. C'est une logique d'adaptation à l'évolution de la presse papier. Tous les journaux anglo-saxons, tous les hebdos anglo-saxons ont réduit la pagination, mais on diminué la typo, on réduit l'iconographie pour pouvoir mettre à peu près la même densité d'infos dans un nombre de pages plus réduit. Donc c'est du bon sens. C'est-à-dire, je donne le même nombre d'infos, mais comme on n'est pas dans la même économie qu'autrefois et comme la publicité baisse, je m'adapte. Donc ça, quand vous voyez que The Economist a un format de 80 pages, 95 journalistes, nous on a 130 pages et 135 journalistes. Donc ça nécessite de s'adapter. Et là-dessus, les journalistes m'ont dit, mais si on touche à la pagination, si on touche à la rédaction, c'est renier la qualité. Bon, c'est évidemment assez facile à chaque fois de sortir The Economist ou Time Magazine, Newsweek, qui ont tous évolué. Et donc, on évoluera aussi dans ce sens-là sur la forme. Dernière question, avant de passer la parole à la salle, à la veille. Est-ce que le format de l'Express va changer? Et vous prenez en comparaison Newsweek ou The Economist, il y a un grammage de papier qui est très particulier dans ces magazines, qui est un papier extrêmement de grande qualité, mais extrêmement fin. Ce qui pour évidemment les abonnements, le prix à payer, tout ça a un rôle important. Est-ce que le format et le grammage du papier de l'Express 21 vont changer? Certainement, tout ça dans la même logique, c'est-à-dire de s'adapter. On s'adapte à la publicité qui baisse.
Donc sortir la même quantité d'informations, mais sous une forme un peu différente, c'est du bon sens, parce que ce qui compte, c'est le fond. Et finalement, les gens, du coup, si on se concentre sur les sujets qui sont l'ADN du journal, si on parle un peu moins de montres, en tout cas dans l'hebdomadaire, on a notre supplément lifestyle, le 10, c'est fait pour ça. Si on parle un peu moins de voitures, si on parle un peu moins de placement, parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien. Si on est un tout petit peu moins généraliste et qu'on revient sur nos sujets de prédilection qui sont notre ADN, c'est-à-dire la politique, l'international, l'économie, les sujets de société, les idées, et dans les idées, il y a la culture, les livres, eh bien, les gens liront peut-être plus facilement notre journal de A à Z et ils auront plus le sentiment d'en avoir pour leur argent et donc d'avoir envie de s'abonner. Une toute dernière question, mais qui n'en est pas vraiment une, parce que je voulais poser, mais je ne pense pas que vous y ayez répondu. Sur le jour de parution, il va changer, il va être le même. Est-ce que vous avez arrêté les choses? Le jour de parution sera sans doute le jeudi. Ok, merci beaucoup. Écoutez, maintenant, vous avez la parole pour toutes les questions que vous souhaitez évidemment poser à Alain Veil et qui vont compléter à merveille, sans doute, les miennes. Qui veut commencer? Allez-y, c'est toujours la première qui est la plus difficile, paraît-il. Monsieur. Bonsoir, Laurent Grandberg, conseiller en communication. J'avais une question sur les recettes. Est-ce que vous allez vers un modèle uniquement axé sur l'abonnement ou vous pensez aussi à des recettes de diversification en utilisant la marque, le label L'Express sur d'autres types de recettes? Alors, les recettes viendront dans quelques années essentiellement de l'abonnement. Il faut moins dépendre de la publicité à partir du moment où sur le digital, la publicité est quand même très guidée par Facebook et Google. Nous, on ne peut pas être dépendant d'entreprises aussi puissantes. Donc l'abonnement, de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'intéressant, mais la publicité, demain, ça doit être le bénéfice de l'entreprise. Donc ce sera nos recettes essentielles, l'abonnement, la publicité aussi, bien sûr. Puis on a quand même encore un niveau de chiffre d'affaires publicitaire qui est très important. Mais on fera des conférences avec la marque L'Express. On va aussi se développer sur les podcasts. Dans la presse, c'est quelque chose de très important. Parce qu'un journal, ça peut se lire, ça peut s'écouter aussi maintenant. Sans parler de podcasts natifs qu'on pourra faire. L'Express en fait déjà. Je les ai découverts par hasard il n'y a pas longtemps. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Et donc, on a des idées de diversification en utilisant la marque L'Express. Bonsoir, Alain Sanguinetti. Vous souhaitez engager vos lecteurs, en tout cas faire en sorte qu'ils soient engagés auprès de l'Express. Est-ce que vous allez réaliser des conférences de rédaction avec vos lecteurs? Le sujet s'est pas encore posé de cette façon, mais pourquoi pas, quoi. Je veux dire, ça doit être exceptionnel, quoi. Je veux dire, l'idée, c'est pas de faire le journal avec les lecteurs, mais qu'il y ait des conférences. Je pense plutôt à ça, où il puisse y avoir de l'interactivité, pourquoi pas. Mais le fait que le lecteur s'engage, c'est qu'il soutient la ligne éditoriale, les idées, le travail de la rédaction qu'il considère comme important. Je pense que c'est une des motivations de l'abonnement. D'ailleurs, si vous regardez Mediapart, qui a un nombre d'abonnés important, je pense que le soutien, la volonté de soutenir la démarche de Mediapart, son utilité est une réalité. Si vous regardez Valeurs Actuelles, qui a été un journal qui a beaucoup progressé ces dernières années, c'est parce que son engagement était fort, ses couvertures étaient claires, et donc il a rencontré aussi, dans un autre registre, un succès auprès des lecteurs. Didier Testot à Bourse TV, il y a quelques années, il y a 5 ans, j'avais interviewé votre prédécesseur, c'est Eric Denol, Express, et dans l'interview, il avait dit
course à la page vue à ses limites. Alors, c'était en 2014. Comment vous voyez les choses? Parce que le digital, c'est ça aujourd'hui. Si vous parlez de Facebook, Google, c'est toujours plus. Par rapport à une ligne éditoriale, c'est compliqué parce qu'il faut faire du clic. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on va avoir un projet un peu différent. Moi, j'assume totalement le fait qu'on est avant tout un hebdomadaire. Donc, on est papier, on est digital. Et donc, sur le digital, vous retrouverez l'hebdomadaire, non pas en version PDF, parce que ça serait pas adapté. Puis, un public plus jeune ne demande pas le PDF. Mais par contre, en digital, vous avez le même sommaire, le même contenu, même les mêmes pubs d'ailleurs. Je regardais justement The Economist. Et donc finalement, je pense que c'est très fort d'assumer le fait qu'on est un hebdomadaire. Moi, là où je suis un peu perdu si je regarde nos confrères, c'est que vous allez sur le site du Figaro, même quand vous êtes abonné, on vous mélange du gratuit, le Figaro quotidien, le Figaro magazine, le Figaro Madame. Donc du coup, ça dilue chaque marque, chaque journal sur le digital. Et je pense que le support ne doit pas changer les fondamentaux. On est un hebdomadaire. Je prends le train. Tiens, je vais acheter la version papier parce que dans le train, c'est plus confortable. Mais sinon, je l'ai sur mon mobile, je l'ai sur ma tablette. Alors c'est marrant, The Economist, pour l'abonnement au départ, promotionnel, si vous vous abonnez au site internet, c'est 20 € par mois, je crois, c'est ça, ça doit coller. 20 € par mois pendant 3 mois. Si vous vous abonnez au journal papier, c'est 20 €. Et si vous voulez les deux, c'est 20 € aussi. J'aime bien cette idée, finalement, de tout essayer. Et puis après, évidemment, si vous prenez que le site, c'est un peu moins cher. Et si vous prenez le papier, c'est un peu plus cher. Mais à ce moment-là, vous avez le site. Donc, il faut assumer le fait qu'on est un hebdomadaire et qu'on le lise en papier ou qu'on le lise sur son smartphone ou sur sa tablette ou sur un autre support. On n'est pas dépaysé. C'est le même sommaire et on lit de la même façon. Ça va changer la périodicité du site parce qu'aujourd'hui sur le site de l'Express il y a des articles, plusieurs articles par jour qui ne sont pas repris dans le magazine mais qui sont pas uniquement de la reprise de dépêche, des vrais articles produits. Ça, ils n'existeront plus dans ce nouveau format. Si, parce qu'il y aura 3 choses. Il y a l'hebdomadaire, c'est le produit phare. Le site 24/7/365, donc le site d'information en continu, avec de la dépêche automatisée, quoi, j'imagine ça comme ça, quoi, avec le moins d'intervention possible. Je ne sais pas si les robots marchent bien, mais là, ça peut valoir le coup parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Par contre, on ajoutera sur le site en continu des articles des journalistes de la rédaction qui apporteront un éclairage qui n'attendra pas l'article de l'hebdomadaire. C'est-à-dire que si on fait le journaliste compétent fait un article pour le site 24/7 sur le Brexit, je dis n'importe quoi parce qu'il y a eu une information de Theresa May qui a fait une annonce, donc tout de suite c'est un expert, il fait un papier, voilà, et ça n'empêche que dans l'hebdomadaire, il fera un autre papier adapté, encore plus axé sur le décryptage, moins sur l'immédiat. Mais les journalistes de la rédaction continueront à travailler aussi pour le site continu. Et le troisième, c'est le 10, qui est le journal de lifestyle de l'Express. On ne raisonne pas en support, on raisonne en magazine. Donc il y a l'hebdomadaire. Et l'hebdomadaire, c'est le même qu'il soit en papier, en digital. Il sera disponible le mercredi soir sur le site et le jeudi matin en kiosque.
mais c'est le même. Et puis après, il y a le site 24/7 et il y a le 10. BFM, pas seulement BFM, mais dans les télé, LCD, etc., où on laisse pendant 6 ou 7 heures du direct live sur des événements où en fait il n'y a pas beaucoup, je dirais, comme pas l'équilibre de sens journalistique de l'émission. Est-ce que ce n'est pas un engagement de traitement de ce type d'information? Alors je pensais bien qu'on parlerait de BFM TV et des Gilets jaunes ce soir. La période des 6 derniers mois a été une période compliquée, parce que inédite, quoi, pour tous les médias et les chaînes d'information en particulier, et pour nous encore plus, parce que on est parfois un symbole. On s'est beaucoup interrogé, parce que les critiques ont fusé de tous les sens, depuis le pouvoir, gouvernement, l'opposition, les gilets jaunes qui n'étaient pas contents non plus. Donc la pression amicale, la pression familiale. Donc c'était compliqué. Et puis à Noël, c'était tendu. J'étais quand même en vacances et je réfléchissais, puis on discutait avec l'équipe. Et bon, quand j'ai vu les gilets jaunes sous les fenêtres de BFM crier Russia Today, Russia Today, je me suis dit on va quand même pas abandonner. Et c'est normal. Et notre job, c'est de montrer la vérité. Donc de ne pas s'engager, mais d'essayer de montrer la vérité. Alors quand c'est Notre-Dame qui brûle, c'est facile. C'est triste, mais c'est facile. Et ça fait l'unanimité. Bon. Quand c'est un sujet qui divise le pays, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, autour de moi, beaucoup de gens m'appelaient en me disant c'est scandaleux de montrer les manifestants le samedi après-midi qui cassent les magasins, qui retournent des voitures, la place de l'Étoile. C'est vous qui encouragez, vous mettez de l'huile sur le feu. Donc ça nous a interpellés. Bon, en plus, maintenant que la concurrence est très forte, ça amplifie encore ça. Parce qu'à un moment, moi, bon, on s'interroge. Donc j'ai dit, mais peut-être qu'il faut en faire un peu moins. Et on me dit, bon, bah ok, mais à ce moment-là, on ne joue plus la bagarre avec les concurrents. On laisse la place aux autres. Donc le fait qu'on soit 4, ça exacerbe la concurrence. Ça, c'est sûr. Ça, je l'ai vécu. Finalement, ça n'apporte pas toujours beaucoup en termes de pluralisme, parce qu'on fait tous la même chose, mais ça crée une concurrence qui ne pousse pas toujours à la réflexion. Alors, moi, après, la version que j'ai, ou l'analyse que j'ai de la période, elle est réfléchie, elle est sereine. Après, notre autocritique, on continue à la faire, mais la vision que j'ai, c'est la suivante. C'est qu'au mois de décembre, il y a eu une vague jaune dans le pays. Cette vague jaune, elle a été très forte. Quand on a voulu inviter des membres du gouvernement sur le plateau, personne n'a voulu venir. Les membres de l'opposition, personne ne venait. Alors, des gilets jaunes, il y en avait dans tous les sens qui voulaient venir, et c'était pas facile. Donc dans une situation assez inédite, on a parfois été maladroit, comme d'autres, en voulant donner la parole aux uns et aux autres. Et c'est vrai qu'il y a eu une forte impression de surpuissance des gilets jaunes. Mais au mois de décembre, c'était une forme de réalité. C'était une vérité. Au mois de janvier, il y a eu une autre vérité. C'était celle du grand débat avec les longues après-midi du président de la République qui ont rencontré un grand succès d'audience, comme la couverture le samedi des Gilets jaunes. L'audience, ce n'est pas qu'un critère commercial pour nous. Hein. En plus, pour le chiffre d'affaires publicitaire, les Gilets jaunes, c'était très mauvais. Hein.
Parce que les annonceurs, ils n'ont pas envie de faire de pub le samedi après-midi. Hein. Quand vous avez la boutique LVMH qui est cassée, LVMH n'ont pas envie de faire de la pub. Et donc, nous, spontanément, on a arrêté la pub le samedi. Donc, pour nous, ça n'a pas été une bonne période pour le chiffre d'affaires, contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc, l'audience, c'est quand même un critère d'adéquation de la chaîne avec son public. Et au début des Gilets jaunes, la rédaction de BFM TV, autour d'Hervé Béraud, est invitée à déjeuner par le Premier ministre. C'était juste après le premier samedi. Et donc le Premier ministre dit à l'équipe, quand même, vous avez laissé beaucoup de place aux Gilets jaunes. C'était le premier samedi, il n'y avait pas encore eu de violence. Mais c'est rien, pourquoi vous leur consacrez autant de temps, etc. Et nous, on lui dit, un samedi normal, c'est 10 millions de téléspectateurs. Samedi, on a fait 20 millions de téléspectateurs. Donc il se passe quelque chose. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, ce n'est pas vrai. Et donc, pour revenir au concept de la vérité des différents cycles du mouvement, il y a eu le mois de décembre, le grand débat, où là aussi il y avait de l'intérêt du public. 5 millions de Français l'après-midi qui regardaient le grand débat sur les chaînes d'infos. C'est beaucoup. Et puis, il y a 15 jours, je regarde le samedi après-midi, BFM TV. Puis je vois effectivement 1500 personnes qui déambulent dans Paris. Ça devient même un peu triste, quoi. Et j'envoie un SMS et je dis est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on mette encore tous ces moyens, etc. Et là, samedi, on a encore couvert assez largement. Et finalement, c'était le dernier cycle où on a montré jusqu'au bout que le mouvement était en train de disparaître, en tout cas sous sa forme gilet jaune du samedi après-midi. Je ne sais pas si la crise des gilets jaunes est terminée, mais les manifestations, provisoirement, elles sont terminées. Donc je crois que globalement, finalement, on a fait notre job. Quand on commence à trop réfléchir pour savoir si des images, on les montre ou on ne les montre pas, quand elles ne posent pas de problèmes éthiques fondamentaux, mais quand on commence à avoir une analyse politique pour savoir si c'est bien pour le pays ou pas bien pour le pays, ou bien pour un tel ou pas bien pour un tel de montrer ces images, moi je trouve que ça commence à devenir compliqué. Ne pas montrer les images de la place de l'Étoile quand il y a eu les événements les plus graves, on n'aurait pas fait notre job, quoi. N'importe quelle chaîne d'infos dans le monde, elle l'aurait fait. Donc finalement, évidemment, on a fait des erreurs, évidemment, on a beaucoup appris de cette période-là. Mais je crois que globalement, on a fait notre job. Après, chacun peut le qualifier. Alors, j'ai été voir ce qui s'était passé en mai 68. Donc, j'ai retrouvé un sonore, une interview de Georges Pompidou. C'est France Inter qui l'a diffusé il n'y a pas longtemps. Où Georges Pompidou accusait Europe 1 et RTL d'avoir créé mai 68. Et puis, la violence sur les journalistes. Vous connaissez tous Gilles Schneider qui a longtemps travaillé à Europe 1. Il a été séquestré toute une nuit à la Sorbonne. Bon, nous, on a parlé de violence contre les journalistes qui a été réelle, mais pour des faits moins graves. Donc, à chaque fois qu'il y a le pays qui est divisé, les médias sont mis en cause et les journalistes sont contestés. Donc, c'est ce qu'on a vécu dans cette période qui était une période effectivement compliquée. C'est pour ça qu'on est content de diffuser la finale de la Champions League la semaine prochaine. C'est exceptionnel et c'est festif. Et c'est aussi une façon de sortir de cette crise-là. Excusez-moi, dans le sens surtout de la façon de traiter l'information, c'est-à-dire de laisser en direct là, 6 ou 7 heures, après manifestation d'autre chose. Mais je dirais sans avoir une pause où on ferme un peu le robinet à l'image et où, en tant que journaliste, c'est pas se dire ce qui est bon ou pas bon pour le pays, je pense que c'est autre chose, c'est repartir sur notre métier de journaliste, indépendant, de réfléchir aussi à ce qu'on met à l'antenne, et ne pas ouvrir un robinet, c'est moi c'est pas une critique, c'est 6 ou 7 heures d'antenne où on passe d'une caméra à l'autre avec voilà. Mais c'est une question que je pose pas par rapport à BFM, forcément, hein, c'est pas écoutez, pareil, voilà. Moi je... Qui? Oui, oui. France Info, le problème, c'est... et moi, je ne critique pas. Dans les nouvelles chaînes, c'est peut-être celle qui a son utilité parce qu'elle est très différente. Mais avoir une audience qui baisse pendant cette période aussi importante,
c'est quand même un problème pour une chaîne d'infos. C'est-à-dire que les gens l'ont en partie déserté, même si le travail, moi je le regardais, et c'était pas inintéressant. Après, je n'ai pas tout à fait la même analyse que vous, sauf exception, chez nous, il n'y a pas eu d'après-midi, toute image, sans journaliste en plateau ou d'experts qui commentaient. Moi, parfois, j'avais matière à redire sur la qualité ou l'utilité de certains commentaires. C'était difficile de trouver des gens qui aient la compétence, le recul, puis qui acceptent, hein, parce qu'au début, personne ne voulait venir. En tout cas, dans les hommes politiques, moi, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'hommes politiques au début, mais on a toujours eu, les après-midi, des journalistes, les nôtres, d'autres, plus des spécialistes de la sécurité publique, plus des experts en conflits sociaux. La Russie a tout dit, oui, c'était ou brut, c'était ça, sans commentaire. Ça, c'est pas du journalisme. Moi, je crois que chez nous, on n'a jamais laissé l'antenne sans la présence de journalistes actifs sur le plateau ou sur le terrain, même si sur le terrain, ils avaient du mal à travailler, parce que c'est quand même pas normal que les chaînes d'infos soient obligées d'enlever toute trace. Alors les Américains, parce que je suis allé sur les Champs-Élysées un samedi, j'ai voulu aller me rapprocher des équipes de BFM, mais j'y suis pas arrivé. Mais je suis tombé sur CNN. Alors eux, ils avaient leur micro CNN, moins de protection que nous. C'est marrant, quoi, c'est étonnant. J'ai croisé l'équipe de TF1, les deux vigiles suréquipés, avec le journaliste dont les vigiles portaient le casque et le masque à oxygène. C'est quand même étonnant que sur les Champs-Élysées, ça devienne plus compliqué qu'à l'autre bout du monde de faire ce métier. Didier Falcan, les clés de la presse, je reviens sur l'Express et les liens avec le groupe SFR, parce que finalement vous avez quand même créé pas mal de liens avec tout le pôle média, notamment aussi avec Libération. Donc sur un seul site, il y a quand même des équipes, vous parliez avec Clément Delpierrou, il est sur Libé et aussi sur l'Express. Le but, c'est de détricoter tout ça, ou c'est au contraire de profiter de ces synergies malgré tout, puisque vous êtes toujours dirigeant du groupe? D'abord, moi je reste dirigeant d'SFR, donc ça aurait été dommage de dire aux journalistes, après leur avoir dit le contraire, qu'on allait déménager et que les synergies seraient plus difficiles à mettre en place. Donc assez rapidement, on a décidé de rester dans le même immeuble. Et donc, oui, même si au niveau capitalistique c'est différent, parce que moi je vais être plus engagé dans l'Express. Hein, j'investis à titre personnel, donc moi j'ai envie que ça marche. Mais il y aura toujours des synergies avec le groupe, bien sûr. Les journalistes de l'Express seront le bienvenu sur BFM TV. Et il y aura toujours des synergies pour faire de la pub pour l'Express sur BFM TV aussi, etc. Y compris dans les équipes, je pense avec les équipes presse, Libération, etc. Des services en commun pour... Oui, il y aura on va créer une forme de GIE, groupement d'intérêt économique, pour permettre aux deux journaux en difficulté de disposer de moyens puissants. Donc le service abonnement, diffusion, ça sera commun. Donc il y a une structure qui a des coûts et qui va facturer les deux journaux en fonction d'une clé qui correspondra aux prestations rendues pour chacun des deux journaux. Continue, qu'on aura au quotidien, elle sera aussi différenciée ou partagée avec le site bfmtv.com. Comment ça va s'organiser? Bon, d'abord, les synergies éditoriales, il y en a assez peu, parce que chaque rédaction a son autonomie. Libé et l'Express ne font rien ensemble, et l'Express et BFM TV ne font rien ensemble. On pourrait, c'est vrai, sur le show, sur la dépêche, avoir un site commun, mais vous savez qu'avec Google, ça ne fonctionne pas très bien. Si on ne peut pas être comptabilisé deux fois.
Donc on a plutôt vocation chacun à construire notre propre contenu. C'est pour ça qu'il faut essayer de l'automatiser quand il s'agit des dépêches. Et puis y ajouter ce qui est notre spécificité, c'est-à-dire par rapport à la ligne éditoriale de l'Express, les articles supplémentaires qui seront rédigés pour le site par les journalistes de la rédaction seront propres à l'Express. Et alors j'ai pas parlé de... Si, j'ai parlé de Web TV tout à l'heure. Oui, il y aura une chaîne YouTube. La vidéo, c'est important. Avant, pour recruter les abonnés, on envoyait des mailings. Maintenant, on peut faire des vidéos que les gens découvrent par hasard en faisant une recherche sur un sujet. Donc le Brexit, ils vont tomber sur une vidéo de 3 minutes faite toujours par le même journaliste de l'Express. Celui qui fait le papier dans le journal, celui qui fait le papier pour le site. Et un jour, on lui dit, tiens, fais une vidéo de 3 minutes sur est-ce que le Brexit est mauvais ou bon pour la France, en 3 questions, 3 réponses, 3 minutes. Ça, c'est envoyé sur le web. Et puis, quelqu'un tombe dessus 1 fois, 2 fois sur un autre sujet traité par l'Express TV. Et puis, la 3e fois, il se dira, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font, je vais aller voir et je vais peut-être m'abonner. Donc, on va faire de la vidéo. Ok. Alors, juste une dernière question, parce que je pense que Isabelle me dit que le time is running out. Je voulais savoir si le choix du directeur de la rédaction était arrêté et si vous ne comptiez pas le recrutement. Alors, le choix du directeur de la rédaction n'est pas arrêté, mais c'est en cours. C'est un sujet qui est évidemment très important, mais en même temps, le directeur de la rédaction, c'est pas un compositeur, c'est un chef d'orchestre. Nous, la partition, elle est composée. Maintenant, on cherche le chef d'orchestre pour l'exécuter. Bon, le directeur de la rédaction, il peut ajouter des partitions, il peut changer des notes, mais c'est un travail d'équipe. Donc, le directeur de la rédaction, il est en cours de recrutement. Moi, j'attends plutôt qu'on ait fini la période de la clause de cession avant qu'il arrive. Le directeur de la rédaction, demain, il doit venir travailler surtout sur l'Express 21. Je n'ai pas envie qu'il vienne dans une période plus compliquée, donc il n'y a pas d'urgence. Vous savez qu'à l'Express, le directeur de la rédaction doit être élu par la rédaction. Donc j'ai quand même dit à la rédaction qu'il ne nous avait pas facilité la tâche, que ce n'est pas facile d'aller chercher quelqu'un et de lui dire démissionner. Mais je ne vous garantis pas que vous serez embauché. Donc, effectivement, tout le monde est conscient que ce n'est pas facile à gérer. Mais je leur ai dit que j'étais sûr que le candidat qu'on leur soumettrait aurait leur assentiment. Je ne suis pas inquiet. Parce qu'on ira chercher un très bon. Voilà, bien, merci beaucoup Alain Weil. Merci à tous pour ces explications. Bonne soirée et rendez-vous au prochain débat du Presse Club de France. Merci beaucoup.